Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On poursuit nos vidéos sur l'histoire des Bulls. Et là, d'entrée, coup de tonnerre. Été 88, veille de draft, les Bulls réalisent un trade avec les Knicks et envoient Charles Oakley aux Knicks avec leur pick de draft du lendemain, qui était le pick 19, en échange de Bill Cartwright et leur pick qui devait avoir le lendemain, c'est-à-dire le pick 11. Et Et ça va pas du tout passer du côté de Chicago. Les fans des Bulls sont furieux parce que Charles Oakley, c'est quand même un joueur populaire parmi les fans. Et puis Jordan, il pète un câble parce que Charles Oakley, c'est son meilleur pote dans l'équipe, c'est son garde du corps. Parce que dès qu'il prend un coup, Oakley, il passe à côté, il met des coups d'épaule, il bouscule tout le monde. Et en plus, au moment où le trade devient officiel, donc la veille de la draft, Jordan et Oakley sont ensemble à un match de boxe. Et puis là, tu as les télés autour, donc ils retransmettent le match de boxe, et puis ils apprennent le trad, ils vont les voir en interview, entre deux combats de boxe, parce que c'est tout un. Voilà, il y a plusieurs combats, et ils leur disent: ah, est-ce que vous êtes au courant, Charles Oakley vient d'être tradé, et là, Jordan et Oakley, ils pètent un café, qu'est-ce que c'est que ce bordel, machin, bref, c'est carnage, carnage, folie, folie à Chicago pour tout ça, c'est vrai que. Bon, on va revenir sur le pourquoi du comment, mais bref, toujours est-il que donc les Bulls récupèrent Bill Cartwright et le lendemain, avec leur pick numéro 11, ils prennent Will Perdue, donc deux pivots, qui s'expliquent par le fait que les Bulls viennent de se faire sortir au second tour des playoffs par les Pistons, et les Pistons, ils ont toute une collection d'intérieurs ultra physiques, ultra rugueux, qui mettent des parpaings à tout le monde. En plus d'être de très bons joueurs, hein. Je ne vais pas juste minimiser les Pistons à des types qui mettent des beignes et qui gagnent comme ça en mettant des beignes. Non, très belle équipe défensive. Mais voilà, il faut être capable de répondre à ce défi physique si on veut s'offrir une chance de battre les Pistons. Et donc pour contrer les Bill Laimbeer, les Rick Mahorn, les John Salley, les Dennis Rodman, etc., euh, les Bulls se disent: on va accumuler les pivots et les intérieurs puissants. En plus, la saison rookie d'Horace Grant est satisfaisante au point de se dire que on peut lui filer le poste de titulaire en faisant partir Charles Oakley, si ça nous permet de récupérer pas mal de monde à mettre à l'intérieur. Le souci, c'est que bon, Bill Cartwright, on aura le temps d'y revenir dans d'autres vidéos, mais c'est un mec qui est extrêmement lent et qui a eu énormément de blessures déjà dans sa carrière, plusieurs fractures au pied gauche qui lui ont valu une saison blanche plus une autre saison où il a joué que deux matchs. Donc c'est clair qu'en termes d'impact physique, par rapport à ce que Charles Oakley apportait, on est un petit peu sur le jour et la nuit. Donc du coup, Jordan va péter un câble par rapport à ça et faire de Bill Cartwright sa cible favorite quand il voudra s'en prendre à quelqu'un, quoi. Ça va devenir son bouc émissaire. Mais ça n'empêche pas Jordan de prolonger avec les Chicago Bulls pendant l'été avec un contrat de 25 millions de dollars sur 8 ans. Donc au final, il est quand même pas si triste que ça. Mais bon, toujours est-il que c'est vrai que ces quelques moves sont un petit peu. Voilà, s'expliquent par le fait que les Bulls veulent solidifier leur secteur intérieur au moment d'affronter les Pistons en playoff, parce qu'ils se disent: de toute façon, si on fait un gros parcours en playoff, si on veut aller loin, on va tomber contre les Pistons. Donc autant s'équiper du mieux possible. Donc, comme je l'ai déjà dit, Horace Grant devient titulaire cette saison-là au poste 4. Et dès son deuxième match cette saison-là, il justifie la confiance des dirigeants de l'avoir placé là, parce qu'il claque 25 points à 9 sur 11 au tir, 16 rebonds contre Washington dans une belle victoire. Mais malgré tout, les Bulls vont avoir un petit peu de mal dans ce début de saison, ça va être un petit peu compliqué. Scottie Pippen manque les premiers matchs sur blessure, même si à ce moment-là, c'est pas un joueur majeur, mais c'est toujours une rotation en moins. Il y a 4 victoires, 4 défaites pour débuter. Un road trip pas forcément bien négocié, et du coup, on se retrouve à 7 victoires, 8 défaites au retour du road trip. C'est un petit peu compliqué, et il faut attendre de battre Miami, qui est dans sa première saison en NBA et qui réalise des débuts catastrophiques, pour que les Bulls obtiennent un bilan supérieur à 50% de victoires. Une fois qu'ils ont battu Miami, qui après ce match affiche un bilan de 0 victoire, 16 défaites,
Les Bulls sont à 10 victoires, 9 défaites, et pour la première fois de la saison, ils ont un bilan au-dessus des 50%. Donc du coup, ça engendre quelques changements, parce qu'on sent que la mécanique est un petit peu de mal à se mettre en route. Donc du coup, il y a un trade qui est fait pour récupérer Craig Hodges, le shooter des Suns de Phoenix. Et il y a un changement qui va être majeur dans le 5 majeur, j'ai pas fait exprès. Mais Brad Sellers, là, cette fois-ci, est définitivement mis sur le banc. Ça avait déjà été le cas en playoff enfin, au profit de Scottie Pippen. Et donc cette fois-ci, Scottie Pippen, après Noël, devient titulaire à part entière parce que Brad Sellers, c'est plus faisable, il est trop lent. Et puis voilà, il joue à un poste 3 alors qu'il fait plus de 2,10 m. Mais bon, il y a déjà Bill Cartwright, Corzine, Horace Grant sur les autres postes intérieurs. Donc du coup, il est obligé d'être décalé en 3. Mais ça lui convient pas du tout. Et du coup, Collins n'a jamais vraiment réussi à s'en servir comme il faut, à utiliser ses qualités de la meilleure des manières. Donc du coup, il le sort du 5 et met Scottie Pippen. Et d'entrée, Scottie Pippen montre que c'était le bon choix, parce que voilà, par rapport à ses défenses, ses qualités athlétiques, avec ses longs bras, son sens de l'anticipation et sa lecture du jeu, il a un impact immédiat dans le 5 de départ. D'ailleurs, à peine quelques jours plus tard, le 3 janvier, dans un match contre les Clippers, Jordan et Pippen deviennent le premier duo de l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double chacun sur le même match. Bon, Jordan il met 47 points, etc. Le triple-double de Pippen est un peu plus modeste, mais bon, ça c'est normal. Toujours est-il qu'il y a ici un triple-double chacun. Et les Bulls, sur le mois de janvier, vont être beaucoup plus solides, beaucoup plus constants vont aller chercher pas mal de victoires, au point d'arriver au All-Star Game avec un bilan de 27 victoires, 19 défaites. Ce qui est déjà, voilà, tu sens qu'il y a quand même une montée en puissance par rapport au début de saison qui était un petit peu compliqué. Et même après le All-Star Game, malgré une série où les Bulls vont gagner 7 matchs sur 9, donc 7-2, il y a quand même comment dire, en interne, c'est très discuté parce que les joueurs commencent de plus en plus à critiquer un peu Doug Collins par rapport à non seulement le jeu mis en place qui est encore très axé sur ballon à Jordan et laisser le faire. Et du coup, ça crée un petit peu des tensions. Voilà, les autres joueurs disent bon, on aimerait bien exister aussi. Tu vois, Horace Grant il dit j'aimerais bien avoir un peu de ballon poste bas. Et d'autres joueurs comme ça disent, par exemple Sam Vincent à la main qui est de moins en moins responsabilisé, il aimerait bien voilà, toucher plus de ballons, être un peu plus utilisé pour sa création, etc. Il aimerait bien que la balle circule un peu plus. Euh, et il y a Tex Winter, l'assistant de Doug Collins, qui insiste, tu vois, au fil des semaines et des mois, mais déjà la saison d'avant, etc. Il n'arrête pas de dire, écoute, est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre cette fameuse attaque en triangle que j'ai développée au fil des années, etc. Il faut savoir que depuis les années 60, hein, Tex Winter, il parle de l'attaque en triangle, de cette attaque qu'il a mis en place, des systèmes, etc. Donc c'est quelque chose qu'il a élaboré depuis plus de 20 ans déjà. Déjà en 1960, il faisait des speeches aux universités pour dire voilà, l'attaque en triangle, ça marche comme si, c'est efficace parce qu'il y a ça, etc. Donc, donc Doug Collins, par contre, ne veut pas en entendre parler et dit, tu sais quoi, puisque vous voulez que tout le monde soit impliqué, très bien, mais Jordan conserve le principal du ballon, mais c'est lui qui va tout diriger et on va le placer en meneur. Jordan dit ok, pourquoi pas. Et du coup, Jordan va désormais être le meneur titulaire. Et donc, encore une fois, tous les ballons vont passer par lui. Il va signer un match à 18 points, mais 15 passes décisives dès son premier match en tant que meneur. Quelques matchs plus tard, il met 17 passes décisives, ce qui est son record en carrière contre Portland. Et là, il va démarrer une série, mais absolument invraisemblable, de 10 triples-doubles en 11 matchs. Il fait 8 et 3 autres. Non, 8 et 2. Donc, 10 triples-doubles en 11 matchs. Points, passes décisives. Donc, il régale ses partenaires. Il leur envoie des passes dans tous les sens. Horace Grant se régale de paniers près du cercle. Pippen obtient beaucoup de shoots aussi et fait gonfler ses moyennes de points. Et il montre qu'il est un shooter efficace. Il met quelques paniers à 3 points. Craig Hodges qui vient d'arriver met quelques paniers à 3 points. John Paxson est toujours là et continue lui aussi de mettre quelques paniers quand on veut bien le servir.
Par contre, Bill Cartwright, il a beaucoup moins de ballons, parce que Jordan ne peut toujours pas le piffrer, les deux ne peuvent pas se saquer. Et il a vraiment du mal à lui faire confiance, parce qu'en plus, voilà, Bill Cartwright, il faut le dire, il a le shoot le plus dégueulasse de l'histoire de la ligue. Franchement, regardez les vidéos de Bill Cartwright post-up à 3-4 mètres quand il prend des shoots, c'est une horreur, mais le shoot, c'est dégueulasse au possible. Donc là, il y a un petit problème de relation entre les deux, mais toujours est-il que euh, malgré cette série de 10 triple-doubles en 11 matchs, les Bulls ont quand même encore un petit peu de mal à enchaîner les succès. Et Tex Winter revient à la charge en disant oui, mais là, tout ce que tu fais, c'est de fatiguer encore plus Jordan parce qu'il a le ballon sur toutes les possessions. C'est lui qui met tout en place. Soit il fait la passe, soit il va shooter. Là, il va arriver épuisé en playoff et ça va pas marcher. Et Doug Collins en a marre. Et du coup, pour la fin de la saison, Tex Winter est carrément écarté. Il est plus sur le banc à côté de Collins pendant les matchs. Aux entraînements, il est mis à l'écart, il prend des notes de son côté, mais il participe pas aux exercices, il place pas les joueurs, etc. Il est toujours là, mais il prend plus part au truc. Donc c'est un petit peu une situation assez complexe. Même les joueurs sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois, ils voient qu'il y a une tension, même entre eux et Collins, il y a de la tension. Donc c'est un petit peu le bordel dans l'équipe à ce moment-là. Malgré tout, Chicago termine la saison avec un bilan de 47 victoires, 35 défaites, et ne sont que 6e de la conférence Est, parce qu'il y a un truc invraisemblable, c'est que leur division est monstrueuse. Ils finissent 5e de leur division et 6e de l'Est, parce que leur division, t'as les Pistons, donc qui sont monstrueux, t'as Milwaukee qui est très fort, il y a Cleveland qui monte en puissance et qui a signé une belle saison aussi, donc Chicago et Atlanta. Donc, parce que la division centrale à cette époque-là, il y a 6 équipes. Chicago, Détroit, Milwaukee, Cleveland, Indiana et Atlanta. Et seul Indiana ne va pas en playoff parmi ces 6 équipes. Les 5 autres vont en playoff et sont dans les 6 premiers de la conférence Est. Donc grosse division, grosse concurrence, grosse rivalité. D'ailleurs, Cleveland, à cette époque-là, les équipes de la même division s'affrontent 6 fois. Et Cleveland a battu les Bulls 6 fois, tu vois, par exemple. Euh, donc au moment d'aborder les playoffs, les Bulls n'ont pas l'avantage du terrain puisqu'ils ont fini 6e. Et retrouvent justement Cleveland dans ce premier tour des playoffs qui se joue en 5 matchs. Euh, par contre, donc Chicago débute sur le parquet des Cavs et prend le premier match. Ça va être une habitude dans les playoffs de cette saison-là. Les Bulls vont gagner le match 1 à l'extérieur. On aura le temps, on y reviendra. Mais Cleveland revient vite à un partout. Et comme on l'a dit déjà dans la vidéo précédente et la série de la saison d'avant, les deux équipes sont deux équipes très jeunes. D'ailleurs, les Bulls sont encore l'effectif le plus jeune de la ligue à ce moment-là. Mais montent en puissance en même temps avec voilà, des individualités marquantes. Et donc ça donne lieu à des matchs assez serrés. Donc un partout au moment où la série revient à Chicago, où Jordan va cartonner un petit peu plus, avec 2 matchs à 44 et 50 points, une fois au Chicago Stadium pour permettre aux Bulls de prendre l'ascendant au match 3 et passer devant 2-1. Mais au match 4, malgré ses 50 points, il va louper un lancer franc crucial en fin de match et le match va aller en prolongation et ce sont les Cavs qui vont prendre le meilleur en prolongation pour arracher un match 5 à Cleveland 2 jours plus tard. Et Jordan est furieux d'avoir loupé ce lancer franc évidemment au match 4 et, et on se dit c'était l'occasion dans ce match 4 de gagner 3-1, de se qualifier au tour suivant, etc. Mais là on l'a laissé passer et il y a une espèce de pessimisme autour des Bulls qui donc n'ont pas l'avantage du terrain. Les Cavs sont quand même une équipe solide et beaucoup de médias et même des fans avaient mis Cleveland pour passer, tu vois, en disant ouais non là ça va pas le faire. En plus il y a les tensions dans l'équipe à Chicago, c'est en train d'imploser petit à petit. Cleveland a toutes les cartes en main pour passer avec ses individualités et sa montée en puissance avec ses joueurs. Donc il y a ce fameux match qui est serré tout le long, hein, ça se répond tu vois, du tac au tac. Il n'y a jamais vraiment d'équipe qui prend un écart considérable dans ce match 5, c'est très serré, ça va jusqu'au bout. Jordan met les Bulls devant à 6 secondes de la fin avec un jumper et donc il y a un point d'avance. Sur la remise en jeu,
un système très vite mis en place avec Craig Hilo qui remet la balle en jeu, hop, on lui refile dans la course, il file mettre un lay-up, il reste 3 secondes et les Cavs sont à +1. Donc les Bulls voilà, leur saison va se jouer sur les 3 secondes suivantes. Et donc Craig Hilo est en défense sur Jordan. Jordan essaye tant bien que mal de se débarrasser, tu vois, d'essayer de se créer un espace pour récupérer le ballon et prendre le tir. La remise en jeu est faite, il arrive à se dégager, arriver à tête de raquette et prend un shoot sur la tête de Craig Hilo. Et là, bon, c'est ce qu'on appelle the shoot, hein, tout le monde a vu, je vais pas voilà, refaire l'histoire. Mais voilà, c'est un moment charnière de l'histoire des Bulls dans les playoffs avec ce panier invraisemblable de Jordan qui monte à une hauteur incroyable pour rentrer ce shoot tête de raquette sur la tête de Craig Hillows et éliminer les Cavs. Et là, tu as cette fameuse célébration de Doug Collins qui court le long du parquet, les bras en l'air. Bref, c'est vraiment une grosse, un moment important de l'histoire des Bulls et de Jordan, ce shoot, mais absolument mais invraisemblable. Et pourtant, tu vois, il y a, si vous avez vu les épisodes de The Last Dance, il y a Ron Harper qui dit j'aurais dû défendre sur Jordan. Enfin, il laisse entendre que s'il avait défendu sur Jordan, ça se serait passé différemment. Mais le truc, c'est que enfin, c'est facile à dire maintenant. Et puis même Craig Hillows, tu peux difficilement mieux défendre que ce que Craig Hillows a fait sur ce shoot, parce qu'il le conteste quand même bien. Il essaye de sauter le plus haut possible, mais bon, Jordan, il est avec sa détente sèche de martien, il est vachement haut au moment où il prend ce shoot. Mais Craig Hillows est pourtant pas loin, tu vois. Il tend le bras au maximum, il le gêne, tu vois, il lui met le bras devant la tronche pour gêner sa vision. Tu peux difficilement mieux défendre que ça si t'es Craig Hillows. Donc, ma foi, c'est con pour lui, mais voilà, voilà. Tu pouvais difficilement faire mieux. Donc voilà, les Bulls, Jordan rentre ce shoot invraisemblable et défie tous les pronostics. Les Bulls qui n'avaient pas l'avantage du terrain face à une bonne équipe des Cavs qui se qualifient pour le tour suivant où ils vont retrouver les Knicks. Les Knicks avec justement Charles Oakley. Donc il y a de la revanche dans l'air pour lui avec Patrick Ewing aussi. Donc leur secteur intérieur est déjà costaud. Et là encore, les Bulls vont gagner le match 1 à l'extérieur avec Jordan qui signe un triple-double sur ce match-là. Malgré tout, les Knicks vont égaliser un partout au moment de revenir à Chicago. C'est quand même voilà, des matchs qui sont assez serrés, mais là, Jordan va faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de suspense que ça, quoi. Malgré, voilà, encore des Knicks qui sont, pareil, une équipe encore assez jeune et pas trop expérimentée, mais avec un bon secteur intérieur et un Oakley revanchard. Jordan, lui, il a dit non, là on va pas se faire de frayeur. Moi, je vais mettre la seconde et ça va pas faire un pli. Match 3 à Chicago, Jordan fait 40 points, 15 rebonds, 9 passes, 6 interceptions. Donc c'est largement suffisant pour se débarrasser d'Enix sur ce match-là. Au match 4, il récidive avec 47 points. Et donc deux victoires à Chicago pour retourner à New York pour un match 5 avec un bilan de 3-1. Les Knicks vont quand même prendre le match 5 parce que voilà, il y a quand même un secteur intérieur solide. Charles Oakley fait un gros match. Mais ça ira pas plus loin que le match 6. Jordan et compagnie font ce qu'il faut dans le match 6 pour assurer la qualification. Avec encore 40 points et 10 passes décisives pour Jordan et une qualification pour les finales de conférence, qui est quand même pas rien. Les finales de conférence, c'est que la deuxième fois dans l'histoire de la franchise qu'on atteint un tel palier. Et encore la toute première fois, c'était en 75, et il n'y avait pas 2 tours à passer. À cette époque-là, il y avait beaucoup moins d'équipes, moins de tours en playoff. Tu passais un tour, tu étais en finale de conférence. Donc là, c'est la première fois que les Bulls gagnent 2 séries de playoffs la même année en playoff et vont donc en finale de conférence et retrouvent, tiens donc, les Detroit Pistons qui évidemment ont l'avantage du terrain puisqu'ils ont fini largement en tête de la division. Et les Bulls, donc on le rappelle, ont fini 6ème. Et pourtant, les Bulls gagnent le match 1 à Détroit. À la surprise générale, tu vois, Jordan signe encore un gros match. Défensivement, tout le monde fait le taf. Et puis voilà, tout le monde est un petit peu impliqué. Et puis Pippen, Grant font des grands matchs aussi. Et Craig Hodges, voilà, qui est un petit peu la surprise, marque 4 paniers à 3 points dans ce match-là et permet en fin de match de créer l'écart et s'imposer. Et donc c'est la stupeur, tout le monde se dit
putain, c'est vraiment la surprise d'aller gagner à Détroit sur ce match 1. Malgré tout, les Pistons réagissent, et c'est quand même les champions en titre, et vont chercher le match 2 pour arriver à Chicago avec un bilan de 1 partout. Et là, Jordan inscrit 46 points au match 3 et les Bulls mènent 2-1 dans cette série. Donc là, ils n'ont jamais été aussi proches, tu vois, de créer une sensation monumentale, parce que les Pistons sont champions en titre quand même, ils sont menés 2-1 en finale de conférence. Euh, Ils n'ont plus du tout l'avantage du terrain, là, pour le coup. Et c'est l'élément déclencheur du côté des Pistons pour se dire, bon là, il faut vraiment... Voilà, Jordan, il est trop... euh, euh, quand il attaque le cercle, etc., il est trop fort, on peut rien faire. Donc il faut trouver le moyen absolument de le stopper, parce que sinon on va se prendre de nouvelles défaites et ça va être fini pour nous. Donc là, ça va être le moment qui va faire dire aux Pistons qu'il faut absolument intensifier au maximum le, 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 le pressing et l'énergie défensive, on va dire, qu'ils mettent sur Jordan. Et donc c'est la naissance des fameuses Jordan Rules, qui sont expliquées là encore dans le The Last Dance, pour ceux qui ont vu les épisodes 3 et 4. Et donc voilà, dès que Jordan attaque ligne de fond, tu vois, prise à deux, musclée, tu vois, suivant ce que fait Jordan, s'il attaque ligne de fond, s'il part, tu vois, il y a un système qui est mis en place à chaque fois en fonction de ce que Jordan fait. Et si ça marche pas, et qu'il arrive quand même à aller vers le cercle, bon bah là t'as Bill Laimbeer, t'as Rick Mahorn, t'as Rodman, Selly, Edwards qui mettent des coups, en veux-tu en voilà. Mais il faut absolument l'empêcher de décoller. Ils disent si Jordan décolle, c'est trop tard. Faut absolument, tu vois, faut qu'il reste au sol. Donc voilà, ça continue à jouer de plus en plus physique, des coups qui pleuvent dans tous les sens. Euh, Au match 4, donc après que Jordan ait marqué 46 points au match 3, au match 4, il est limité à 5 sur 15 au tir. Il est tellement isolé et tellement... voilà, les Pistons font d'énormes ajustements défensifs, pas que de manière violente et physique, hein, mais quand même un peu. Ça c'est quand même pris en ligne de compte. Et Jordan est limité à 15 tirs. Et derrière ça, bah, personne du côté des Bulls arrive à prendre le relais offensivement. Donc du coup, les Bulls perdent ce match-là. Et la série retourne à Détroit. Et le bilan, à ce moment-là, enfin, la série est à 2 partout. Et au match 5, c'est encore pire. Parce que Jordan n'a droit qu'à 8 tirs. Pippen est limité à 7 tirs. Horace Grant en a que 5. Il y a un seul joueur des Bulls qui arrive à prendre plus de 10 tirs. Parce qu'il est un peu laissé seul par la défense. C'est Craig Hodges, qui marque 19 points à 9 sur 12, il me semble, mais, ou 7 sur 12, mais toujours est-il que voilà, c'est le seul Bulls qui arrive à prendre plus de 10 tirs sur ce match-là, parce que la défense des Pistons est beaucoup trop étouffante, beaucoup trop physique, beaucoup trop solide. Euh, Pas juste avec les coups de coude, les coups d'épaule et faire voler les titres dans les tribunes. Il y a de ça, mais il y a aussi évidemment une super défense organisée, et tactiquement ils sont en place, etc. Donc les Pistons vont gagner ce match 5 assez aisément et vont dans la foulée prendre le match 6 au retour à Chicago, avec Isaiah Thomas qui prend un malin plaisir à se qualifier pour les finales NBA à Chicago sur le parquet des Bulls, en inscrivant 33 points, donc dans sa ville natale, devant toute sa famille, devant les fans qui le conspuent, mais lui il s'en fout, il est chez lui à Chicago. Et voilà, il vient de mettre 33 points pour qualifier les siens en finale NBA, et là pour lui c'est le grand kiff, quoi. Donc une fois de plus, les Bulls se heurtent aux Pistons en playoff. Et malgré qu'on pourrait se dire c'est quand même une saison fabuleuse de la part des Bulls, parce que tu atteins les finales de conférence pour la deuxième fois seulement de ton histoire, c'est un petit peu gâché par toutes les tensions qu'il y a eu dans la saison entre Collins et les joueurs, Collins et Tex Winter, Collins et Phil Jackson. Il y a eu beaucoup de... Tu vois, malgré tout, ils ont quand même fini 6ème de la conférence, ce qui n'est pas fabuleux. Moins de victoires que la saison d'avant, ils en avaient fait 50 et là 47. Donc beaucoup de trucs en coulisses qui font que malgré ce parcours en playoff extraordinaire, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à régler. Et donc du coup, ça finit par sauter. Et Phil Jackson est nommé coach à la place de Doug Collins, qui est donc viré après 3 saisons. Et malgré donc ce parcours en playoff plus que remarquable, où tu as quand même
tu as quand même gagné 2 matchs face aux champions en titre, notamment le premier de la série pour les faire douter un petit peu. Donc voilà, les Bulls décident de changer d'optique dans leur manière de jouer et faire en sorte que Jordan soit moins tout seul à avoir les responsabilités du scoring et faire en sorte que tout le monde soit un peu plus impliqué. C'est ce que Phil Jackson et son assistant Tex Winter vont tenter de mettre en place par la suite et ce qu'on va développer dans la et les prochaines vidéos. Euh, on se retrouve très bientôt pour parler de la suite, parce que là, voilà, ça fait 2 saisons qu'on se fait sortir par les Pistons, et malheureusement, c'est pas fini, mais on va développer tout ça par la suite, revenir sur un petit peu tout ce qui a fait basculer la série d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, à très bientôt pour une autre vidéo, et d'ici là, comme toujours, Go Bulls.